Bonjour, il est 14 heures. Le webinaire Comment réaliser des mesures de viscosité, de rhéologie ou de texture, partie 1, débute. Merci à tous de vous être connectés. Voilà, je me présente, Pierre-Arnaud Laurent, je suis responsable produit viscosité au sein de la Baumat Essor. Donc, merci de nous rejoindre. Vos micros et webcams sont automatiquement coupés. Vous avez théoriquement dans l'interface de ce webinaire une partie questions-réponses où vous allez pouvoir poser vos questions en live via ce chat et nos experts vous répondront directement par écrit pendant ce webinaire. Donc, je vais commencer par une présentation générale. La Baumat Essor est le représentant officiel de Brookfield depuis 1992. Donc, nous assurons à la fois le conseil, la vente en direct ou via notre réseau de distributeurs, l'installation, la QIQ occupée, ça va concerner principalement l'industrie pharmaceutique, la qualification donc, sur site. Nous assurons également la maintenance préventive ou curative sur site ou en atelier, l'étalonnage sur site ou en atelier, ainsi que l'assistance technique à toutes vos questions en rapport donc au viscosimètre et rhéomètre Brookfield et bien sûr sur l'ensemble de notre gamme. Nous avons une équipe d'ingénieurs spécialisés qui connaissent très bien la viscosité et seront en mesure de vous conseiller, ainsi qu'une équipe de techniciens qui va intervenir soit en atelier, soit sur site, qui ont été formés et qui sont agréés pour la réparation Brookfield. De plus, nous avons un stock le plus important possible pour essayer de vous garantir les meilleurs délais possibles. Qui est Brookfield? Ametec Brookfield maintenant. C'est une société familiale qui a été créée en 1934 par Donald Brookfield et toute la famille Brookfield donc travaillait dans la société. Jusqu'à encore très récemment, il y avait donc David Brookfield qui travaillait encore chez l'usine. En 2016, Brookfield a été racheté par la société Ametec et donc, excusez-moi, donc a été racheté par Ametec. Donc Brookfield assure à la fois le design, la conception, la fabrication, le contrôle, le support technique et le service après-vente sur l'ensemble de leurs produits. Ils ont une représentation mondiale, soit par l'intermédiaire de filiales ou de représentants comme la Baumat. C'est une société qui est ISO 9000 depuis 1993. La Baumat Essor intervient sur les marchés français, le Maghreb, l'Afrique et l'océan Indien pour la gamme Brookfield. Maintenant, nous allons commencer à parler des bases théoriques. En fait, c'est Newton qui est le premier à modéliser les écoulements. Et en fait, il s'est dit, si je prends donc un volume de fluide, je vais pouvoir le décomposer en sous-volumes. C'est l'analogie d'un jeu de cartes. Donc imaginez, vous avez un jeu de cartes que vous posez sur la table qui est devant vous et vous appliquez une force connue sur la carte du haut. À ce moment-là, comme il y a des forces de frottement entre les cartes vont se déplacer à des vitesses différentes et vont ainsi créer ce qu'on appelle un gradient de vitesse, c'est-à-dire un écart de vitesse entre la carte du haut et la carte du bas qui ne bouge pas. On arrive à l'équation de Newton qui dit que la force par unité de surface est égale au coefficient de frottement fois le gradient de vitesse. Le coefficient de frottement entre les couches de fluide, c'est tout simplement la viscosité. Une force par unité de surface, 1 newton par mètre carré, c'est égal à 1 pascal. En mécanique, ça s'appelle une contrainte. En anglais, c'est shear stress, qui veut dire contrainte de cisaillement. Et donc, ça s'exprime en pascal. Donc, c'est une force par unité de surface. Le gradient de vitesse
également appelé cisaillement, en anglais shear rate, qui veut dire taux de cisaillement, c'est un écart de vitesse divisé par la hauteur du tas de cartes. Donc c'est des mètres par seconde divisé par des mètres, on arrive à des secondes moins 1. Et donc ça s'appelle taux de cisaillement. Comme vous l'avez vu, on a parlé de contrainte de cisaillement et de taux de cisaillement. Dans les deux cas, on entend le mot cisaillement et ça oblige à un effort de concentration pour dire est-ce qu'il est parlé de contrainte ou de taux. Donc, je vais utiliser les termes de contrainte ou de cisaillement sans parler donc de taux de cisaillement et contrainte de cisaillement. Donc, la viscosité, c'est égal à la contrainte divisée par le cisaillement et ça s'exprime en pascal seconde. Pour rappel, 1 millipascal seconde égale une centipoise. Donc, comment va-t-on mesurer la viscosité? On a dit que c'était la contrainte divisée par le cisaillement. Donc, on a deux possibilités. Soit on dispose d'un rhéomètre très performant, assez onéreux, et on utilise la technique de contrainte imposée, c'est-à-dire qu'on impose une force au mobile et on mesure la vitesse de rotation de ce mobile. C'est ce qui est utilisé sur les rhéomètres RST, par exemple, de Brookfield. La méthode la plus couramment utilisée sur les viscosimètres Brookfield, c'est d'imposer une vitesse et de mesurer la contrainte. Je vais vous donner ici quelques exemples de viscosité de produits. L'eau, c'est environ une centipoise. L'huile d'olive, une centaine de centipoises. La plupart des produits qu'on va rencontrer dans la vie courante, que ce soit des peintures, des produits agroalimentaires, par exemple de la mayonnaise, du ketchup, des choses comme ça, ou des crèmes cosmétiques, ça va être de l'ordre de quelques milliers ou dizaines de milliers de centipoises. Par contre, on peut arriver sur des choses très très visqueuses, par exemple de la colle à carrelage, des bitumes à chaud, des colles haute température, etc. En bleu, vous voyez la gamme de viscosité, grosso modo, qu'on peut mesurer avec des viscosimètres Brookfield. En termes de cisaillement, c'est-à-dire d'agitation, le cisaillement, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, le cisaillement, c'est homogène à la vitesse de rotation du mobile et également à l'agitation. En termes de cisaillement, là aussi, on voit qu'il y a des puissances de 10 un peu partout. Donc effectivement, ça peut être donc, des nivellements par gravité qui sont de l'ordre de quelques dixièmes ou centièmes de seconde moins 1. Donc le mélange qui peut être de l'ordre de quelques centaines ou quelques milliers de secondes moins 1. Et une application assez courante, c'est l'application d'une peinture au rouleau sur un mur où on est de l'ordre de 10 000 secondes moins 1. Donc là encore en bleu, on voit la gamme de cisaillement avec laquelle on peut travailler avec les viscosimètres Brookfield. Donc clairement, tout ce qui est produit liquide ou pâteux, on va pouvoir les mesurer avec un viscosimètre Brookfield dans une très grande variété de niveaux d'agitation. Vous avez sans doute entendu parler de viscosité cinématique ou dynamique. La viscosité cinématique, la chose la plus courante, c'est les coupes de viscosité qu'on va trouver beaucoup dans les peintures. En fait, c'est un réservoir de forme et de volume connu qu'on va remplir de peinture et au fond de ce réservoir, il y a un trou. On va tout simplement mesurer le temps d'écoulement pour que la coupe se vide. Donc l'intérêt de cette technique, c'est très simple, c'est pas cher. Par contre, encore faut-il que le produit puisse s'écouler naturellement. C'est clair que si on met du Nutella dans la coupe, on peut toujours attendre, il ne se passera jamais rien. Et c'est tout l'intérêt des viscosimètres dynamiques à mobile tournant, où on va pouvoir jouer sur la taille du mobile ainsi que la vitesse de rotation pour simuler donc, différents niveaux d'agitation sur des produits. Et également, on va pouvoir mesurer des produits qui ne s'écoulent pas naturellement. Pour un fluide newtonien,
Déjà, qu'est-ce qu'un fluide newtonien? C'est un fluide dont la viscosité ne dépend pas de l'agitation. Pour l'exemple, on donnera l'eau. On peut agiter une bouteille d'eau autant qu'on le souhaite, sa viscosité ne changera pas. Également, les huiles et talons qui vont servir notamment à la calibration des appareils. Donc pour un fluide newtonien, il y a une relation entre la viscosité cinématique et dynamique. En fait, il suffit de multiplier par la densité du produit. Mais ce n'est valable que pour des produits newtoniens. Et la plupart des produits qu'on rencontre dans la vie courante sont des produits non newtoniens. Imaginez tous les produits que vous allez agiter avant l'utilisation. Et ben, tous ces produits-là ont très forte chance d'être non newtoniens. On va parler donc à partir de maintenant uniquement de viscosité dynamique. La viscosité dynamique, ça va encore se diviser en deux sous-familles. Il y a la viscosité absolue, c'est-à-dire à cisaillement connu, qu'on peut mesurer à l'aide de systèmes qu'on appelle cône-plan. C'est l'appareil en haut à gauche, donc avec un cône qui va tourner sur un plateau, et entre le cône et le plateau, on va avoir une goutte de produit. Également, il y a la géométrie cylindro-coaxiaux. Vous avez un mobile cylindrique qui tourne dans une chambre cylindrique. C'est la photo en haut à droite. Donc c'est un cisaillement connu. Il y a également ce qu'on appelle la viscosité relative, un cisaillement inconnu. C'est le cas quand on utilise les mobiles classiques qui sont fournis avec les appareils, que ce soit des cylindres ou des disques, on verra ça plus tard. Ainsi que les mobiles Elipass, dont on parlera également un peu plus tard. En viscosité absolue, le dimensionnel est complètement connu, que ce soit pour la géométrie cône-plan ou la géométrie cylindro-coaxiale. Et donc, à la fois dans les modes d'emploi, dans les fiches techniques, on va retrouver, par exemple ici, pour les mobiles SC4 quelque chose, qui sont des mobiles qui sont utilisés sur l'accessoire Small Sample Adapter, adaptateur faible volume, on voit que sur le mobile SC418, le taux de cisaillement est égal à 1,32 N, c'est-à-dire 1,32 fois la vitesse de rotation. En viscosité relative, en fait, vous avez un mobile en bleu sur l'image de droite qui va tourner dans le produit qui est contenu dans un bécher. La spirale donc représente la perturbation qui est liée à la rotation du mobile. Suivant le mobile utilisé, la vitesse utilisée, la perturbation peut rester très localisée à proximité du mobile ou au contraire aller jusqu'aux parois du bécher. Donc, on ne sait pas calculer le cisaillement en seconde moins 1 de ce fait. C'est la raison pour laquelle on parle de viscosité relative, parce que la mesure est relative au choix mobile vitesse. Et là, on est à cisaillement inconnu. Comment fonctionne un appareil? Je vous présente ici le principe d'un viscosimètre analogique. Les appareils noirs que vous avez peut-être rencontrés dans les laboratoires, c'est des appareils qui sont purement mécaniques. En fait, vous avez un moteur synchrone, ici, qui va entraîner la rotation du mobile dans le produit. Entre le moteur et le mobile, vous avez ce qu'on appelle un ressort spiralé calibré. Quand le mobile tourne, le produit va appliquer une force de réaction, il va s'opposer à la rotation du mobile et va appliquer une force de réaction à la surface du mobile. Et comme entre le moteur et le ressort, vous avez entre le moteur et le mobile, vous avez un ressort, et bien tout simplement, le ressort va plus ou moins se tendre et il y a une aiguille qui va être reliée au ressort et qui va afficher une valeur sur une échelle graduée de 0 à 100. Il existe différents types de ressorts, les ressorts de type LV, basse viscosité, RV, moyenne viscosité,
en anglais Regular Viscosity, HA, haute viscosité, HB, très haute viscosité. Il existe donc pour les appareils de type élevé, il y a 4 mobiles qui sont livrés en standard. C'est les 4 mobiles standards qu'on voit en haut à gauche. Sur les appareils de type RV, HA ou HB, il existe 7 mobiles standards et seuls les 6 de droite sont livrés en standard. Le mobile RV1, le gros à gauche, est un mobile optionnel. Également, il va y avoir ce qu'on appelle l'étrier. L'étrier, c'est cette partie qui entoure le mobile. Il y a des étriers de type LV, basse viscosité, ou RV, moyenne viscosité. Ces étriers donc, ont pour effet de limiter les effets de bord et sont indispensables pour le contrôle d'étalonnage. Il existe 4 types de ressorts principaux, LV, RV, HA, HB, comme on l'a vu un peu plus tôt. Mais sachez qu'il existe toute une série de ressorts spécifiques. On va trouver des 5 LV, des 1 quart de RV, des 2 HA, des 5 HB, etc. Pour justement couvrir toute une gamme de mesures différentes. Ce qui est important ici de voir, c'est que entre un capteur de type LV et un capteur de type RV, vous avez à peu près un rapport de 1 à 10 en termes de tension du ressort. Donc le RV est à peu près 10 fois plus rigide qu'un ressort de type LV. Ensuite, on va parler de la liaison siège-pointe, qui est située dans la partie que je vais vous présenter ici, dans cette partie-là du viscosimètre. La liaison siège-pointe est utilisée pour permettre la rotation du mobile. Quand vous voulez faire tourner un axe, vous pouvez utiliser soit un roulement à billes, soit une liaison ponctuelle. Qu'est-ce qu'une liaison siège-pointe? En fait, sur l'image de droite, c'est désassemblé, c'est-à-dire que la tige, donc en jaune, ici, passe à travers le trou qu'on a là, et la petite pointe diamant qui est ici, donc va tourner dans ce qu'on appelle le siège. Et donc effectivement, pendant les mesures, la rotation se fait simplement sur cette pointe diamant. Il y a cette double forme de U qui fait que mécaniquement, l'appareil est protégé et ne pourra pas donc donner de résultats inférieurs à 0 ou supérieurs à 100. Donc même si vous avez des produits qui sont plus visqueux qu'attendus, il n'y a aucun risque pour votre appareil parce que mécaniquement, le ressort est protégé et il va toujours fonctionner dans sa zone élastique. Il ne va jamais plus se déformer que nécessaire. C'est un ressort en alliage beryllium-cuivre qui est parfaitement élastique, résistant à la corrosion, etc. Donc, on ne changera quasiment jamais le ressort. Par contre, la liaison siège-pointe, c'est la seule pièce d'usure d'un viscosimètre. En fait, à force d'utilisation, comme on le voit là en bas, la pointe ou le siège peuvent s'émousser. Pour éviter ça, en fait, quand vous fixez votre mobile sur le pas de vis du viscosimètre, il faut légèrement soulever le pas de vis. Vous verrez si vous avez un viscosimètre, vous allez pouvoir donc légèrement le soulever pour pouvoir visser votre mobile. Sachez également qu'il existe une connexion rapide qu'on appelle Quick Connect. Et sur les nouveaux appareils de type DV2T ou DVNex, il existe également une fixation à couplage magnétique. Donc, il vous suffit d'approcher votre mobile du viscosimètre et il va se fixer tout seul. Donc, comme je l'ai dit, c'est la seule pièce d'usure d'un viscosimètre et un viscosimètre
qui se retrouve hors tolérance, c'est tout simplement parce que la liaison siège-pointe s'est abîmée à force d'utilisation. Il existe également sur les modèles RV, HA ou HB, à partir des modèles de type DV1M, il existe également une liaison par roulement à billes, comme on le voit ici. L'avantage du roulement à billes, c'est qu'on n'a plus de problème d'usure de cette liaison siège-pointe. L'inconvénient, c'est qu'il apporte des frottements supplémentaires, ce qui fait qu'à la longue, des frottements supplémentaires, ce qui fait qu'on ne peut pas mesurer des produits très peu visqueux, comme l'eau par exemple. C'est pour ça que ce n'est pas disponible sur les appareils de type LV. Le principe d'un viscosimètre digital, c'est exactement le même. On va retrouver un moteur, mais cette fois-ci un moteur pas à pas pour disposer de beaucoup plus de vitesse, un ressort spiralé calibré, également une liaison siège-pointe, bien sûr, mais en plus de ça, on va retrouver un ressort spiralé calibré. En plus de ça, on va retrouver ce qu'on appelle le torque transducer, qui est finalement un système électronique qui va permettre de transformer la torsion du ressort en courant électrique et ainsi pouvoir afficher directement la viscosité ainsi que le pourcentage de torsion, et donc au niveau du viscosimètre. Donc comment on va choisir son modèle? Déjà, on va commencer par choisir la gamme de mesure. Est-ce que j'ai besoin d'un LV, d'un RV, un HA ou un HB? Vous avez d'indiquer à gauche donc les plages de viscosité avec les mobiles standards montés sur un viscosimètre de type DV Next. Donc on voit par exemple que le LV, on va commencer à 15 centipoises pour aller jusqu'à 6 millions de centipoises. Et le RV va commencer à 100 centipoises, c'est-à-dire à peu près la viscosité de l'huile d'olive, pour aller jusqu'à 40 millions de centipoises. Ensuite, une fois qu'on a choisi sa gamme de mesure par rapport au type de produit qu'on a à mesurer, on va choisir le type de boîtier qu'on met autour du ressort en fonction de l'utilisation qu'on pense faire de l'appareil. Donc, les appareils de type analogique DVE ou DV1M sont plus destinés au contrôle qualité. Et les appareils de type DV2T ou DVNext sont destinés au contrôle qualité ou à la R&D. Donc, on va ainsi construire donc un modèle d'appareil. On va retrouver donc les appareils analogiques qui vont être en référence LVT, RVT, HAT ou HBT. Et de même, dans la gamme des viscosimètres DVE, on va retrouver les appareils équipés de capteurs LV, ça sera les LVDVE, de capteurs RV, les RVDVE, et ainsi de suite. Souvent, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un viscosimètre ou un rhéomètre. En fait, un viscosimètre dispose de peu de vitesse. En général, c'est quelques dizaines. Et ça va permettre de mesurer la viscosité dans une ou quelques conditions d'agitation. Et c'est souvent utilisé en contrôle qualité. Un rhéomètre, à l'inverse, ça dispose de nombreuses vitesses et ça va pouvoir indiquer ce qu'on appelle un comportement rhéologique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme on le voit ici, tracer des courbes de la viscosité en fonction de l'agitation. On va également pouvoir faire des modélisations mathématiques pour mieux comprendre son produit. Donc, c'est la raison pour laquelle les rhéomètres sont plus utilisés en contrôle qualité et en R&D, plus en R&D d'ailleurs, puisqu'ils permettent d'aller plus loin dans la compréhension de ces produits. Certains viscosimètres, comme le DV2T ou le DVNext, peut être transformé en rhéomètre à l'aide d'un logiciel, en l'occurrence Rhéocalc-T. Maintenant, parlons un peu de la précision de mesure et de la gamme de mesure. La viscosité maximale mesurable dépend de 3 paramètres. Le ressort qui a été utilisé, le mobile et la vitesse.
La pleine échelle, en anglais Full Scale Range, se calcule de la manière suivante. FSR, Full Scale Range, égale TK multiplié par SMC multiplié par 10 000 et divisé par la vitesse. TK est une constante qui est liée au ressort. Par exemple, sur un LV, la constante TK est égale à 0,09373. Sur un RV, le TK est égal à 1. Donc là encore, on voit qu'il y a à peu près un facteur 10 entre un LV et un RV. Le SMC, c'est une constante qui est liée au mobile. Et la vitesse, bien sûr, on l'exprime en tours par minute. Alors vous allez me dire, mais oui, mais où est-ce que je trouve ces différentes constantes? Dans tous les manuels d'utilisation, dans les annexes, on va retrouver des tableaux indiquant les valeurs de TK et de SMC. C'est également disponible donc sur notre site internet. Nous avons toute une zone qui s'appelle FAQ, foire aux questions. Si vous allez dans les FAQ viscosité, vous allez avoir donc une information sur les codes des mobiles et les TK. La précision de mesure est de 1% de la pleine échelle, c'est-à-dire une graduation sur les 100 graduations de notre échelle graduée des vieux viscosimètres analogiques. En fait, si le pourcentage mu est de 100%, une graduation divisée par 100, vous allez être à 1% d'erreur relative. Si vous êtes à 50% de torsion, l'erreur relative va être de 1 divisé par 50. Donc, on va arriver à 2% d'erreur relative. 33% de torsion, 3% d'erreur relative. 25% de torsion, 4%. 20% de torsion, 5% d'erreur relative. Et 10% de torsion, on va avoir 10% d'erreur relative. Donc, quand on parle de gamme de mesures, on recommande de tenir compte d'une gamme de mesures entre 10% et 100% de torsion du capteur. C'est vrai qu'en dessous de 10% de torsion, vous allez avoir des erreurs relatives qui vont être nettement, beaucoup trop importantes. Donc, comme on l'a dit, la précision de mesure, c'est une graduation sur les 100, 1% de la pleine échelle. Donc, plus le pourcentage du capteur est élevé, meilleure sera la précision relative. On a parlé justement du calcul de la pleine échelle, FSR égale TK multiplié par SMC multiplié par 10 000 divisé par la vitesse. Vous allez me dire, oula, est-ce qu'il faut que je sorte la calculatrice à chaque fois? Non, parce qu'en fait, sur les appareils Brookfield, quand vous sélectionnez un mobile ou une vitesse, les viscosimètres affichent automatiquement la valeur de pleine échelle. Par exemple, vous avez un viscosimètre de type RV, vous décidez de mettre le mobile RV3 et de tourner à la vitesse 10, le viscosimètre va vous afficher une pleine échelle à 10 000 centipoises. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir mesurer entre 1000 et 10 000 centipoises avec une précision à plus ou moins 100 CP. Donc, par exemple, si votre appareil mesure 9000 centipoises, ça va correspondre bien évidemment à 90% de torsion, alors votre mesure sera de 9000 centipoises, plus ou moins 100 CP. Comment augmenter le pourcentage de torsion, c'est-à-dire avoir une meilleure précision relative? En fait, il y a deux choix possibles. C'est soit augmenter la taille du mobile, c'est-à-dire la surface de contact entre le mobile et le produit, soit augmenter la vitesse. De manière mémotechnique, j'ai toujours tendance à dire, il y a deux règles simples. Plus c'est gros, plus ça frotte, plus ça va vite, plus ça frotte. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la taille du mobile ou la vitesse? Pour mesurer une même viscosité, on pourrait soit utiliser un gros mobile et une petite vitesse, et dans ce cas-là, on mesure au repos, soit utiliser un
petit mobile et une grande vitesse. Donc, si on utilise un gros mobile et une petite vitesse, on va être dans cette zone-là de la courbe. Et par contre, si on utilise un petit mobile et une grande vitesse, on va être plutôt dans cette zone-là. Donc, pour un produit newtonien, c'est-à-dire dont la viscosité ne dépend pas de l'agitation, ça a peu d'importance le choix, la combinaison mobile-vitesse, tant qu'on a un bon pourcentage. Par contre, pour des produits qu'on appelle réofluidifiants, c'est-à-dire que plus ils sont agités, plus leur viscosité va diminuer, c'est important de bien savoir dans quelles conditions on veut mesurer le produit. Prenons un exemple de deux produits, produit A, produit B, comme représenté sur l'image de gauche. Au repos, il est clair que le produit A est moins visqueux que le produit B. Par contre, en agitation, c'est l'inverse. Le produit A est plus visqueux que le produit B. Donc en fait, si on définit mal ces paramètres d'essai, on risque d'arriver à la mauvaise conclusion. Donc vraiment, choisir ces paramètres d'essai est quelque chose de primordial et on conseille de faire ça par rapport aux conditions réelles d'utilisation. Si vous savez que votre produit va être fortement agité lors de l'utilisation, vous aurez tout intérêt à utiliser un petit mobile et une grande vitesse pour pouvoir agiter le plus possible l'échantillon. Maintenant, comment comparer les résultats? Sur le graphe que vous avez à gauche, vous avez la plage de mesure avec un mobile SC421 qui peut être utilisé indifféremment sur un LV et un RV. En bleu, vous allez avoir la plage de mesure d'un viscosimètre de type LV et en rouge, un viscosimètre de type RV. Donc vous voyez que quand vous êtes à 100% de torsion sur un LV, vous allez être à 10% de torsion sur un RV. Donc les plages ne se recoupent pas. Donc vous pouvez comparer les résultats entre deux appareils équipés du même capteur, mais vous ne pourrez en aucun cas comparer des résultats entre un LV et un RV. Donc en fait, quand vous dialoguez avec un client, un fournisseur, un partenaire, il est important de s'assurer que vous êtes équipé du même capteur. Souvent, quand on pose la question à une personne de savoir qu'est-ce que vous avez comme viscosimètre, dans 9 cas sur 10, il va vous répondre j'ai un DV2T ou j'ai un DV Next. En fait, ça, c'est peu important. Vraiment, la question importante, c'est la réponse importante, ça serait plutôt qu'ils vous disent j'ai un appareil de type LV ou de type RV. Comme ça vous permet de savoir si vous allez pouvoir comparer les résultats avec lui ou non. Donc en fait, on va s'intéresser au choix du matériel à utiliser. Déjà, il faut commencer par réfléchir avant d'agir. Quel est mon produit? Quel volume d'échantillon j'ai? Par exemple, si j'ai 20 centilitres ou 20 millilitres de produit, c'est clair que si je dois faire ça dans un bécher normalisé de 600 ml taille basse, je ne vais pas y arriver. Je vais peut-être avoir besoin d'un accessoire comme le SSA. À quelle température je travaille? Est-ce que je veux travailler à 20 degrés, à 25 degrés, à la température du laboratoire tel que je le trouve, à haute température, etc. En fonction de ces réponses-là, vous saurez si vous avez besoin d'un bain thermostaté ou non. Est-ce que mon produit est homogène ou est-ce qu'il a des grains dedans, des marquants, etc. Est-ce qu'il est liquide ou est-ce qu'il est pâteux? Par exemple, si vous avez un produit, quand vous faites un trou dedans avec une cuillère, le trou ne se referme pas, bah, peut-être qu'il faudra penser à un accessoire Elipass. Comment utiliser mon produit? Est-ce qu'il est utilisé au repos, en agitation? Qu'est-ce que je veux mesurer, etc. Est-ce que je veux mesurer la viscosité, le seuil d'écoulement, la thixotropie?
il y a toute une série de questions qu'on doit se poser avant de démarrer des mesures. Donc, la première chose, c'est de choisir son appareil. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, choisir un appareil permettant de mesurer la gamme de viscosité qu'on a à mesurer. Donc, choix du capteur LV, RV, HA ou HB. Ensuite, quel viscosimètre je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser un analogique qui a simplement 10 vitesses, mais par contre qui est extrêmement robuste, qu'on peut mettre dans un atelier très poussiéreux, très humide, etc. Un DVE qui a 18 vitesses, mais une mesure par quart de tour, et pas d'interfaçage possible avec un ordinateur ou une imprimante. Un DV1M qui a toujours 18 vitesses, mais une mesure en continu et une possibilité d'imprimer des résultats ou de connecter au logiciel WinGather SQ. Un DV2T, donc, qui est à la fois un viscosimètre et un rhéomètre, c'est-à-dire que utilisé seul, ça va être un viscosimètre avec 2100 vitesses, ou couplé avec le logiciel RhéoCalc-T, ça va devenir un rhéomètre. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir tracer des courbes et faire de la modélisation mathématique. Ensuite, on a le DV Next, qui est un appareil disposant de 2100 vitesses entre 0,1 et 250 tours par minute, toujours à vitesse imposée, bien sûr, et qui va avoir des fonctions de rhéomètre, donc soit en mode ce qu'on appelle standalone, donc utilisé seul, ou via le logiciel RhéoCalc-T. En mode standalone, on a la possibilité de programmer directement son appareil à l'écran et de tracer des courbes directement à l'écran, ainsi que d'avoir les modélisations mathématiques directement à l'écran. Ensuite, on peut imaginer aussi le RST qui existe en mode cône plan, en mode cylindre coaxiaux ou en veine spindle, qui est un appareil qui va permettre de mesurer en vitesse ou contrainte imposée, ou encore, quand on s'intéresse à des produits qu'on appelle viscoélastiques, de travailler avec un appareil de type RSO qui est un rhéomètre oscillant. Donc plutôt que d'avoir un mobile qui tourne, c'est un mobile qui va osciller sur lui-même. On va pouvoir jouer sur l'amplitude d'oscillation et également sur la fréquence d'oscillation. C'est particulièrement intéressant pour des produits complexes qu'on appelle viscoélastiques. Une fois qu'on a choisi son appareil, on va se poser la question de l'accessoire éventuel à utiliser. Soit on peut utiliser les mobiles standards, où finalement on va plonger le mobile dans le bécher et s'assurer qu'on est bien au trait de jauge. Et donc sur chaque mobile, on les devine légèrement. Donc à ce niveau-là, ou ici, etc., vous avez un petit trait au niveau du mobile qui correspond donc au niveau dans lequel le mobile jusqu'auquel le mobile doit plonger dans le produit. D'ailleurs, à ce propos, quand vous insérez le mobile dans le produit, il ne faut surtout pas fixer le mobile au viscosimètre puis descendre le mobile dans le produit parce qu'on risque de créer des bulles d'air, notamment sur ces mobiles à gauche là qui ont une forme de disque ou de cloche comme le RV1. Donc on commence par insérer le mobile dans le produit en faisant un mouvement en commençant par insérer le disque et en redressant le mobile, et ensuite on va pouvoir venir le fixer sur le viscosimètre. Donc soit un mobile standard ou par exemple toujours en viscosité relative des mobiles Elipass, qui est composé d'un moteur qui va faire monter et descendre le viscosimètre et de mobiles en forme de T, c'est deux fils perpendiculaires. Et en fait, ça s'est adapté pour les produits pâteux, puisque la partie horizontale du mobile Elipass ne passe jamais deux fois au même endroit. Vous allez avoir l'adaptateur faible volume, SSA, qui va permettre de travailler sur des volumes entre 2 et 16 millilitres, et en plus de ça, en viscosité absolue, et facilement thermostatable, puisque vous avez une petite quantité d'échantillons, beaucoup plus rapidement thermostatable qu'1 millilitre de produit avec les mobiles standards.
Vous avez également l'accessoire ULA pour la faible viscosité. Ça va permettre, grosso modo, de diviser par 10 la plage de mesure d'un viscosimètre Brookfield. Donc, par exemple, sur un viscosimètre de type élevé où on commence à 15 centipoises, on va pouvoir descendre jusqu'à la viscosité de l'eau. Vous avez également l'accessoire thermocell qui va permettre de travailler jusqu'à 300 degrés. C'est un mini four et c'est particulièrement adapté pour les bitumes et les cols haute température. Donc effectivement, il faut bien choisir son matériel en fonction de l'application. Les équipes de Labomat sont à votre disposition pour vous aider justement par rapport aux différentes problématiques et donc vous conseiller dans le choix des appareils ou accessoires. Au niveau de la conduite des essais, qu'est-ce qui va influencer la mesure? Il y a la température, bien sûr. On a l'habitude de dire que plus votre produit est chaud, plus sa température va diminuer. Il y a l'agitation, c'est-à-dire le choix du mobile et de la vitesse. Également, le temps d'agitation. Quand vous prenez un pot de peinture chez vous, vous allez commencer par l'agiter, mais vous ne l'agitez pas pendant quelques secondes, vous allez l'agiter pendant peut-être 1 ou 2 minutes, de manière à s'assurer que la viscosité soit bien celle qui est attendue. Donc, vous comprenez bien que l'évolution de la viscosité dépend du temps d'agitation. Mais il y a d'autres paramètres également qui influent, notamment la taille du bécher. Le bécher normalisé, c'est un bécher 600 ml Griffith taille basse. Mais par contre, on n'est pas obligé nécessairement d'utiliser le bécher normalisé. Comme on le voit sur l'image en bas à gauche, la perturbation peut aller jusqu'au bord du bécher bleu, mais elle n'ira pas jusqu'au bord du bécher rouge. Donc effectivement, il y a l'importance du choix du contenant. Également, la présence ou non de l'étrier. Et enfin, l'historique du produit. Est-ce que le produit, quand il arrive au viscosimètre, il était déjà au repos ou est-ce qu'il venait d'être agité? Donc, la question est de savoir si je dois utiliser le bécher 600 ml et l'étrier. En fait, le fait de ne pas utiliser le bécher normalisé 600 ml taille basse et de ne pas utiliser l'étrier risque de fausser les mesures. Donc, si on s'intéresse aux valeurs absolues de viscosité, il faut impérativement se mettre dans les conditions normatives. Mais en contrôle qualité, on n'a pas toujours la possibilité de travailler avec le bécher normalisé ni l'étrier, mais en fait, on s'intéresse plus à comparer des lots de fabrication entre eux. Est-ce que mon résultat d'aujourd'hui correspond à celui d'hier? C'est du comparatif. Donc en fait, si vous décidez de ne pas utiliser un bécher normalisé, mais d'utiliser le gobelet en plastique de la machine à café, vous pouvez. Vous allez créer un biais potentiellement, mais ça sera un biais qui sera toujours le même à partir du moment où vous utilisez toujours le même gobelet en plastique. D'accord? De la même manière, si vous décidez de ne pas mettre l'étrier, eh ben en fait, il faut le faire tout le temps de la même manière. Donc, c'est important de renseigner ça dans votre méthode d'essai et de dire, voilà, j'ai utilisé le gobelet en plastique et j'ai pas mis l'étrier. Comme ça, votre collègue, quand il passe derrière vous pour refaire d'autres essais, il va utiliser exactement la même chose que vous. Il y a donc la règle des 7 paramètres pour que les résultats soient identiques et comparables. Pour comparer des résultats entre deux appareils, il faut qu'ils soient équipés du même capteur, LV, RV, H1 ou HB, du même mobile, par exemple le mobile RV2, que vous utilisiez la même vitesse, par exemple 10 tours par minute, que vous soyez à la même température, de 25 degrés toujours par exemple, que vous procédiez
à des mesures pendant un temps bien défini, notamment pour les produits thixotropes qui voient leur viscosité évoluer au cours du temps. Vous devez utiliser également le même BHR, 600 ml taille basse ou autre, et de dire si vous avez utilisé ou non l'étrier. Et enfin, le dernier point qui est souvent négligé dans les méthodes d'essai, c'est l'historique du produit. Est-ce que le produit nécessite une agitation préalable? Dans ce cas, comment on le fait? Est-ce que c'est une agitation manuelle ou une agitation mécanique? Pendant combien de temps? Ou à l'inverse, est-ce qu'il faut utiliser un temps de repos, par exemple, de dire, ben voilà, quand je reçois un échantillon, je laisse se reposer pendant une demi-heure, pendant une heure ou pendant une journée avant de le mesurer, de manière à ce que le produit arrive toujours dans les mêmes conditions, dans le même état d'agitation au viscosimètre. Maintenant, on va parler de la vérification de l'étalonnage. Pour vérifier la calibration de son appareil, il vous faut bien évidemment une huile silicone étalon. En général, donc, les huiles sont certifiées à 25 degrés, mais il est possible de les avoir à d'autres températures. Il vous faut un bain thermostaté pour travailler à 25 degrés plus ou moins 0,1. Il vous faut un thermomètre certifié pour pouvoir contrôler que vous êtes bien à la bonne température. Il vous faut toujours le fameux Becher 600 ml griffé de taille basse, impérativement l'étrier de mesure, et ensuite vous allez suivre donc la procédure d'étalonnage qui est indiquée dans le mode d'emploi, dans tous les modes d'emploi dans les annexes, ou également sur notre site internet, vous avez le lien qui est indiqué ci-dessous. Vous pouvez également décider de nous retourner votre appareil pour faire ce qu'on appelle une maintenance préventive et étalonnage, donc en atelier, ou également demander une prestation par nos techniciens directement sur site chez vous. Vous avez donc un lien ci-dessous pour la procédure de retour. Vous allez me dire, mais à quelle fréquence je dois vérifier mon appareil? Ça dépend de pas mal de paramètres, notamment le nombre d'utilisateurs. C'est bien connu. Quand l'appareil est cassé, c'est « Ah ben je comprends pas, quand je suis arrivé ce matin, il ne fonctionnait plus ». Donc plus il y a d'utilisateurs, plus le risque de casse est important. Également, la fréquence d'utilisation, il est bien évident que si vous l'utilisez une fois tous les 3 mois ou si vous l'utilisez des centaines de fois par jour, le risque d'usure est plus important. Donc effectivement, sur notre site internet, vous avez une réponse aux questions. Vous avez également l'importance de la mesure par rapport à l'utilisation du produit dans les critères. Maintenant, on va s'intéresser justement au calcul d'incertitude lors d'un contrôle d'étalonnage. Donc les huiles sont certifiées à 1%. Ce n'est pas 1% de la valeur commerciale, c'est 1% de la valeur indiquée sur le certificat. Par exemple, si on prend une huile à une valeur commerciale de 1000 centipoises, la valeur qui est indiquée sur le certificat va être par exemple de 990 centipoises. Donc l'incertitude liée à l'huile en elle-même est de plus ou moins 9,9 centipoises. L'incertitude sur la mesure due au viscosimètre, c'est 1% de la pleine échelle. Si on prend un mobile RV2 à la vitesse 40 tours par minute, la pleine échelle, c'est 1000 centipoises. Et l'incertitude associée, ça va être donc de plus ou moins 10 centipoises. Donc l'incertitude totale, c'est celle de l'huile plus celle du viscosimètre et on va arriver à 19,9. Donc l'appareil est conforme si il indique une viscosité entre de 990 plus ou moins 19,9. Maintenant, comment choisir le mobile et la vitesse? Si on prend l'exemple d'une huile à 19 900 centipoises, avec donc une incertitude à plus ou moins 199, en fait, il est possible d'utiliser indifféremment
donc n'importe laquelle des combinaisons indiquées en jaune dans le tableau ci-dessous. Donc dans toutes ces combinaisons, on voit que la pleine échelle est égale à 20 000 centipoises. Donc la précision associée à la mesure en elle-même sera de 200 centipoises et la plage d'acceptation sera ainsi de 19 900 plus ou moins 399. Donc comment faut-il procéder? Premièrement, on va mettre l'huile étalon dans le bécher normalisé 600 ml taille basse. On va mettre ce bécher dans un bain thermostaté à 25 degrés plus ou moins 0,1. Voilà. Ensuite, on va fixer l'étrier. On va choisir la combinaison mobile vitesse afin d'avoir un pourcentage de torsion le plus proche possible des 100%. On va fixer le mobile en l'insérant, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air et d'être bien au niveau du train de niveau. Ensuite, on va s'assurer que la température est bien de 25 degrés plus ou moins 0,1. Donc, il y a un temps d'attente pour que l'huile se mette bien en température. Et ensuite, on va démarrer les mesures et attendre qu'elles se stabilisent. On va ensuite noter le résultat et vérifier que c'est bien conforme à donc, la plage d'acceptation. Dans le cas de l'utilisation d'un accessoire de type SSA, ULA, Thermocell ou Elipass, on va commencer par vérifier l'appareil sans son accessoire, puis vérifier l'appareil avec son accessoire. Clairement, il faut déjà vérifier que l'appareil est bon avant de vérifier que l'appareil plus accessoire est également bon. On peut également faire ce qu'on appelle un contrôle de linéarité. Dans ce cas-là, comment procéder? Toujours sur l'exemple de l'huile à 19 900 centipoises, on va prendre un mobile RV7 et on voit dans le tableau ci-dessous la plage de mesure en fonction de la vitesse. Donc, si je travaille à une vitesse de 200 tours par minute, la pleine échelle est égale à 20 000 centipoises et donc le pourcentage que vous allez avoir doit être de 100%. Si on travaille à 100 tours par minute, la pleine échelle à 40 000, le pourcentage à 50%, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire qu'en restant sur la même huile, en jouant sur la vitesse de rotation, on va pouvoir faire la linéarité et s'assurer que les résultats attendus, obtenus correspondent bien à 10, 12, 25, 50 et 100% de torsion. On aura ainsi prouvé que, quel que soit le pourcentage de torsion, l'appareil est toujours bien linéaire. Si mon appareil n'est pas conforme, à ce moment-là, commencez par vérifier que vous avez bien utilisé le bon bécher, que vous avez bien mis l'étrier, qu'il n'y a pas de bulle, que vous êtes bien au trait de niveau, que la température est bien de 25 degrés plus ou moins 0,1 et également contrôler visuellement le mobile. Peut-être que le mobile que vous avez utilisé était abîmé, peut-être qu'il y a un impact, peut-être qu'il ne tourne pas rond, etc. Donc, et si vous avez un doute, utilisez une autre combinaison mobile-vitesse pour vérifier ce qui se passe. Si l'appareil n'est toujours pas conforme malgré ces différents contrôles, à ce moment-là, on vous invite à contacter donc, notre SAV qui va vous proposer une maintenance préventive et étalonnage sur site ou en atelier. Donc, vous allez avoir les coordonnées qui sont indiquées là en bas et ainsi que la procédure de retour qui est disponible dans les FAQ sur notre site. Au niveau du choix de l'huile, deux choses. La température, la mesure en elle-même, comme vous l'avez vu, c'est la torsion d'un ressort qu'on va mesurer. La mesure en elle-même ne dépend pas de la température. Par contre, c'est l'huile
qui voit ses propriétés évoluer en fonction de la température. Donc, si un appareil est bon à 25 degrés, il sera bon également à 30, à 50 ou à 100 degrés. Ensuite, souvent on nous pose la question, combien d'huile je dois utiliser? En fait, si on a fait un test de linéarité, on a pu prouver que l'appareil est linéaire entre 10 et 100% de torsion. Donc, quelle que soit la viscosité qu'on va mesurer, euh, la réponse du viscosimètre sera bonne entre 10 et 100% de torsion. Donc, une huile étalon peut être suffisante. Par exemple, si vous avez des produits entre 3000 et 6000 centipoises, vous allez prendre une huile à 5000 centipoises qui est dans l'ordre de grandeur. Par contre, si vous avez des produits qui sont de viscosité très différente, dans l'exemple, là, je donne des produits qui vont aller de 9000 à 90 000 centipoises, vous allez essayer d'encadrer ces valeurs et vous prendrez donc une huile, par exemple, à 5000 centipoises et une autre à 100 000 centipoises. Bien sûr, si vous souhaitez absolument avoir une huile certifiée à une valeur bien précise de viscosité ou à une température bien précise, vous avez la possibilité d'en commander chez nous. C'est possible. Ensuite, il existe différents types d'huiles. Les huiles silicone, qui sont utilisables sur tous les viscosimètres Brookfield, quand on est sur des appareils à faible gradient, à faible agitation. Pour les appareils de type cône plan, où généralement on travaille à haut gradient, je vous ai parlé tout à l'heure des tests sur les peintures appliquées au rouleau, c'est les appareils de type CAP chez nous. Et ben donc en fait, on travaille à 10 000 secondes moins 1. Dans ce cas-là, il faut utiliser des huiles minérales. Également, quand on utilise l'accessoire thermocell ou le CAP 2000 plus H, on va travailler à haute température, donc il y aura des huiles spécifiques qui vont rester newtoniennes à assez haute température. Si vous avez besoin d'un conseil sur le choix de vos huiles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, sachez que sur notre site, nous avons toutes les fiches produits qui sont disponibles, ainsi que les documentations. Il y a même des vidéos de démonstration. Par exemple, vous avez une vidéo de démonstration des vidéos de démonstration pour le DV2T sur notre site. Vous avez également, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la foire aux questions, les FAQ. Et en fait, on s'est creusé la tête pour essayer de répondre aux questions les plus couramment posées par nos clients sur tous les sujets qui ont trait à la viscosité, à la mesure de couleur, aux problématiques de corrosion, de vieillissement, etc. Voilà, vous pouvez évidemment nous contacter directement. Donc, nos experts vont pouvoir vous répondre. Donc, pour nous contacter, c'est soit par téléphone, je vous ai indiqué le numéro du standard, par mail sur info@labaumat.com. Il y a également un formulaire de contact sur le site et également un bouton Contactez-nous dans les fiches produits. Si vous souhaitez toujours approfondir vos connaissances, sachez que mardi prochain, nous aurons une prochaine session concernant la viscosité et la rhéologie et la texture. Donc en fait, ça va être amené à se poursuivre dans les semaines à venir. Donc la semaine prochaine, on va parler des différents comportements de fluide. Qu'est-ce qu'un produit réofluidifiant, réoépaississant? Qu'est-ce qu'un produit thixotrope? Qu'est-ce que la modélisation suivant Casson, Bingham, Oswald, Herschel-Buckley, etc. On va parler également des différences entre les viscosités, les rhéomètres à vitesse imposée, à contrainte imposée, les rhéomètres oscillants et comment choisir tout ça. On va reparler un peu des accessoires. On va parler d'appareils un peu spécifiques
comme le viscosimètre Krebs est beaucoup utilisé dans la peinture, le viscosimètre ICI également. On va peut-être également aborder tout ce qui est propriétés rhéologiques des poudres. Un viscosimètre, ça mesure la viscosité de produits liquides ou pâteux. Par contre, une poudre, c'est un produit qui est compressible. Donc, les propriétés rhéologiques dépendent du taux de compression. Donc, c'est important voilà, de savoir qu'on peut mesurer ce type de produit. Il y a aussi beaucoup de produits où, en fait, la viscosité n'est pas un truc pertinent. Par exemple, si vous prenez des lasagnes, on peut mesurer la viscosité de la sauce tomate ou de la béchamel, mais on ne peut pas mesurer la viscosité de lasagne. Donc, en fait, là, on va parler plus de texture. Et donc, on pourra vous parler des différents types de texturomètres, leurs accessoires et comment faire ces essais de texture. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous souhaite donc, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Merci encore de votre attention et au revoir.